à vous qui nous regardez. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis accompagnée du docteur Boutrin aujourd'hui et nous allons parler du système nerveux. Bonjour Indy. Bonjour. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on te dit système nerveux? Alors, système nerveux, ce qui me vient à l'esprit, c'est communication et aussi les nerfs, les neurones. Un ensemble, c'est un grand réseau qui aide à coordonner des mouvements, mais aussi la communication entre différentes parties du corps. OK. D'accord. Donc, la première question que j'ai, c'est quelle est la fonction du système nerveux? À quoi il sert? Donc, tu viens de parler de la communication, de le fait de transmettre le message du cerveau aux muscles pour les déplacements. Est-ce que je peux nous en dire plus? Oui, alors, c'est un petit peu, le système nerveux, c'est un petit peu comme un ordinateur. Alors, on a le système nerveux central et ça inclut le cerveau et aussi la moelle épinière. OK. Et dans le cerveau, il y a plusieurs parties qui ont différentes fonctions. Donc, c'est là où il y aura, comment dire, l'intégration des informations qui viennent de plusieurs endroits du corps. Et on a aussi le système nerveux périphérique. Et c'est là où, bon, c'est, comme on dit, c'est tout ce qui se passe aux alentours, donc dans les mains, dans les membres, enfin, tout ce qui est en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Okay. Donc, par exemple, je te regarde, mes yeux, comme on dit, ils perçoivent un stimulus, ça rentre dans mon cerveau. Le cerveau va intégrer cette information et ça va aussi un petit peu transformé, la mémoire va rentrer en place, mais aussi, il y aura aussi des réponses qui vont être orchestrées dans mon corps, dans mon cerveau, pour pouvoir un petit peu analyser et répondre aux informations que mon cerveau aura intégrées par rapport à ce que je vois. D'accord. Donc c'est un système qui est très complexe, très intelligent. Très intelligent et vraiment... Très rapide aussi. Très rapide. Le système nerveux est beaucoup plus rapide que le système endocrinien. Ce sont les deux systèmes qui sont très importants au niveau de l'homéostasie, qui est vraiment l'équilibre parfait dans le corps. En général, le système nerveux, il dirige les réponses immédiates. OK. Par exemple, si quelqu'un arrive en face de moi et qu'avec une arme, je me sens menacée, la réponse du stress immédiat, du danger immédiat sera dirigée par le système nerveux. D'accord. Et après, le système endocrinien va commencer à développer une réponse relative au stress, mais les réponses immédiates sont dirigées, orchestrées par le système nerveux. OK. Voilà. Donc, système nerveux central, périphérique. Périphérique, il est composé par quoi? Alors, au niveau du système nerveux périphérique, on aura la voie afférente. Okay. Donc, ça s'appelle la voie sensitive. Donc, c'est toutes les informations, tous les influx qui viennent de nos mains, par exemple de mes doigts, et qui montent au cerveau. Donc, ce sont les informations qui vont vers le cerveau. Et la voie motrice ou efférente, c'est en général les réponses qui viennent du cerveau, ce sont les informations en réponse du cerveau, soit quelque chose que j'ai vu, une information qui a été reçue. Donc par exemple, je marche. Oui. Je regarde et je vois, par exemple, qu'il y a des escaliers. Oui. OK? Donc, je bouge mon pied, je descends pour pouvoir avoir la marche. Bon, je sais un petit peu la profondeur de la marche, donc j'ajuste mon talon pour ne pas tomber. Donc, ça, c'est sensoriel. D'accord. D'accord? Donc, ça, l'information de mon talon va monter par la voie afférente à mon cerveau pour dire, voilà la profondeur, donc j'ajuste. Et mon cerveau va la réponse pour dire, OK, la prochaine marche, je vais anticiper. Okay. Donc ça, c'est un petit peu la réponse pour anticiper la prochaine marche. Donc ça, c'est la voie afférente. OK. Non, pardon, efférente. Oui, voilà, donc, qui va vers le cerveau vers les muscles, par exemple. D'accord. Si on ressent du stress, disons que j'ai un examen dans 3 jours, je suis en pleine révision, je dors pas beaucoup,
J'ai pas le temps de bien manger, on en a parlé, mais bon, j'essaye de m'en sortir dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps pendant cette période-là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps envoie à mon cerveau? Qu'est-ce que mon cerveau renvoie à mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau du stress, parce que bon, je pense que tu parles du stress, donc enfin, le stress des étudiants. Donc, ce qui se passe, bon, il y a deux formes de stress. Il y a le stress immédiat, donc c'est un petit peu ce que j'ai un petit peu dont j'ai parlé avant, un stress immédiat. Mais au niveau du stress des étudiants, c'est un petit peu un stress prolongé, c'est-à-dire que c'est pas seulement immédiat, mais c'est le stress au niveau de la période des examens, le stress, ah oui, ce prof me donne des mauvaises notes, à chaque fois je vais avoir un examen, comme on dit, j'ai un petit peu une appréhension. Oui. Donc ça, c'est un stress qui est prolongé, c'est un stress un petit peu chronique. Donc, à ce moment-là, ça sera un processus différent. Donc, à ce moment-là, le cerveau va envoyer, enfin, ce stress va continuellement envoyer des influx au niveau des nerfs qui vont toucher les glandes surrénales. Et les glandes surrénales vont produire l'hormone du stress chronique qui est le cortisol. OK. Le cortisol, maintenant, il y aura plusieurs ramifications au niveau des cellules, du métabolisme. Donc, ça va un petit peu perturber le sommeil, ça va un petit peu perturber au niveau du métabolisme du glucose. Donc, il y aura plusieurs ramifications et en général, ce ne sont pas les meilleures ramifications. Oui. Au niveau physiologique, ce ne sont pas les meilleures. Donc, c'est un petit peu le stress chronique, c'est un stress qui est à éviter. D'accord. Parce que au niveau, les taux élevés de cortisol vont un petit peu mettre le corps dans un état physiologique qui n'est pas optimum. Donc, on veut un petit peu éviter ça. Donc, comment éviter le stress chronique? Trouver des activités qui vont baisser le niveau de stress. D'accord. Donc, par exemple, en tant qu'étudiante, si je sais, par exemple, qu'il y aura une période d'examen, un petit peu ajuster mon planning, planifier mes heures d'études pour ne pas que je devienne un petit peu, comment dire, que je me sente dépassée par le poids des études. Donc, si je sais, par exemple, que j'ai un examen la semaine prochaine, vendredi, je vais préparer peut-être une semaine à l'avance. Je vais peut-être étudier, je vais changer mon planning. Je vais ajouter 2 heures d'études sur par exemple, le sujet de l'examen. Comme ça, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Donc, petit à petit, j'apprends. Et puis, en plus, c'est meilleur au niveau de la mémoire parce que la manière dont le cerveau enregistre, bon, on a différents types de mémoire, mais la mémoire que l'on veut pour pouvoir bien, non seulement retenir les informations, mais aussi intégrer les informations et comprendre les informations, donc pouvoir consolider ces informations. La mémoire, il faut, on a à peu près 48 heures. OK. Donc, si on expose le cerveau à ces informations pendant 48 heures d'affilée, enfin, durant cette période, le plus on expose le cerveau à ces informations, le mieux le cerveau va retenir et consolider, intégrer les informations et se rappeler des informations. Donc, quand on va vouloir se rappeler de ce qu'on a appris à l'examen, on sera dans une meilleure situation au niveau de la mémoire que si on essaie de tout bâcler quelques heures ou quelques jours avant l'examen et puis finalement, ça cause du stress parce que tu te dis « Oh, j'ai beaucoup plus de chapitres, par exemple, à apprendre. » J'ai pas le temps de dormir ce soir. J'ai pas le temps de dormir. Voilà, j'ai pas le temps de dormir et le sommeil est essentiel au niveau du stress. Donc, je dirais préparer, ajuster le calendrier au niveau des études, mon planning. Et puis, déjà, ça va un petit peu, ça ne va pas alourdir au niveau du stress, au niveau de la demande, enfin, des demandes cérébrales. Et aussi, on pourra mieux dormir. On pourra mieux dormir. Le sommeil est très important c'est l'un des meilleurs, comment on dit, c'est pas réparateur, mais ça aide. Ça aide à diminuer un petit peu le stress.
Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'activité physique, faire du sport. Bon, je ne dis pas qu'il fallait lever les 500 kilos, non. Mais marcher, prendre l'air frais, respirer, prendre de bonnes inspirations bien profondes, expirer, faire ça pendant 1 minute ou 2. Respirer l'air frais, être en nature, c'est vraiment très important. Et quand c'est l'hiver et que, bon, dehors il neige ou il fait très froid, comment on s'organise? Eh bien, comment on s'organise? Eh bien, on met le manteau, on met l'écharpe, on met les gants, on met les bottes, on se chauffe bien. On va faire une petite marche de, bon, disons, 5 minutes, c'est mieux que rien du tout. L'air frais, c'est bien. Surtout l'air le matin très tôt, parce que surtout, bon, si on est dans de grandes villes, le taux de pollution sera réduit. Donc l'air frais le matin, c'est bien. Aussi, s'il pleut, l'air après la pluie, tu sais, quand il pleut, on sent l'air a une odeur, voilà. Oui. Et vraiment, c'est un bon air à ce moment-là. C'est bien d'aller dehors, de respirer l'air après la pluie. Tout ça aide aussi à gérer le stress. Prendre le temps de s'amuser, de se relaxer. Donc, dans son planning, ajouter des sorties. Voilà, des sorties qui auront des activités saines. Donc, les activités sociales entre les amis, les bons amis, vraiment rire, c'est très bien. Important. Ça libère les endorphines, ça génère un sens de bien-être, donc c'est très important. OK. Si on continue de parler un peu de stress, d'anxiété, de sentimental, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Alors, le stress est lié à l'anxiété. Donc, une personne qui est soumise au stress d'une manière prolongée, elle peut développer l'anxiété. D'accord. Et à ce moment-là, bon, l'anxiété, ça peut devenir grave. À ce moment-là, il faudra que quelqu'un aille voir un psychologue ou quelqu'un pour pouvoir aider à gérer, donner des méthodes pour pouvoir gérer l'anxiété. D'accord. Dans le corps, tu as dit que, si je résume bien, si j'ai bien compris, que la réponse du corps au stress, c'est le cortisol, la production de cortisol. Pour le stress prolongé, oui. D'accord. Voilà. Parce que le stress immédiat, c'est différent. Le stress immédiat, on va toucher sur le système nerveux sympathique. Et là, on va toucher aussi les glandes surrénales, mais ça sera la production d'adrénaline et aussi de la noradrénaline. Donc, ce sont des substances chimiques qui vont préparer le corps à la fuite, ce qu'on appelle la réponse à la fuite, c'est-à-dire que elles vont préparer, par exemple, les muscles au niveau, l'apport de glucose dans le sang va augmenter pour pouvoir permettre aux muscles, s'il faut courir, par exemple, pour pouvoir fuir le danger, de courir vite. Donc, les muscles auront assez de glucose pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir vraiment, détaler, voilà, filer. Et aussi, le glucose dans le sang, ça va aussi permettre aux cellules cérébrales d'avoir assez de glucose pour pouvoir réfléchir comment s'échapper, comment fuir le danger. Il faut établir le plan et passer à l'action. Voilà, exactement. OK. Comment le système nerveux répond à l'exposition aux écrans? Je prends un exemple. Je suis une étudiante, je passe beaucoup de temps à étudier sur mon ordinateur. Si ce n'est pas mon ordinateur, c'est mon téléphone. Si ce n'est pas mon téléphone, c'est ma tablette. Parce que mes cours sont dématérialisés. Je n'ai pas forcément de cahier. Disons qu'en plus de ça, certains soirs dans la semaine, dans mon planning, j'ai ajouté des soirées où je regarde des séries, des choses comme ça. Concrètement, à quel point il faut équilibrer mon exposition aux écrans? Oui, alors ça c'est un point qui est très important. La lumière des écrans, c'est ce qu'on appelle la lumière bleue. Donc c'est pas la lumière normale, c'est pas la lumière comme par exemple la lumière du soleil, la solaire. Donc c'est une lumière qui est différente. Maintenant, ce dont les études qu'on a faites sur les étudiants, ça a montré que les étudiants, ils ont tendance à ne pas dormir
parce qu'ils sont tout le temps sur les écrans. Ils sont sur la lumière bleue. Donc, tu te rappelles du rythme circadien dont on a parlé avant. Donc, ce qui se passe, c'est que on est fixé sur l'écran par rapport à la lumière bleue et puis on oublie, bon, le temps passe, on oublie. Et aussi, donc, au lieu de dormir, on reste éveillé. Donc maintenant, on commence à aussi décaler le rythme circadien. Donc, à l'heure où normalement on devrait commencer à dormir, on reste éveillé. Donc maintenant, l'horloge circadienne est totalement perturbée. Et si l'horloge circadienne, surtout au niveau du cerveau, parce que bon, la lumière bleue, c'est les yeux. Donc, l'information passe dans les yeux, la lumière passe dans les yeux, qui va l'influx, voilà, à travers les nerfs optiques, ça va passer dans le cerveau et ça va aller directement dans l'horloge circadienne qui est dans le cerveau. Donc maintenant, l'horloge circadienne mère, elle va dire, OK, il y a un changement. Donc, au niveau de l'expression des gènes, ça va changer aussi le règlement de l'horloge circadienne dans le cerveau. Ça va se répandre dans les autres horloges périphériques dans le corps. Donc, par exemple, l'estomac, le pancréas, le cœur, tout ça, donc les glandes surrénales. Donc, ça va avoir des effets au niveau du métabolisme. Le métabolisme au niveau du foie, le métabolisme aussi, les hormones au niveau des glandes surrénales. Donc, il y aura vraiment des effets physiologiques dans tout le corps. Et ce ne sont pas des effets qui seront positifs, ce seront plutôt des effets néfastes. Et parce que c'est un petit peu comme, c'est pas un décalage horaire, mais c'est une perturbation au niveau de l'horloge circadienne qui va aussi dérégler le métabolisme. Et on sait que lorsque l'on dérègle le métabolisme, surtout le soir, et puis en plus, on fait quelque chose d'autre qui est important. Lorsque les jeunes, ils restent debout en train de, par exemple, de regarder des séries ou alors d'étudier, qu'est-ce qu'ils font à côté? Ils ont des snacks, donc ils vont prendre des snacks. Oui, parce qu'on a faim. Voilà, on a faim parce qu'on est debout. Donc maintenant, l'estomac, enfin, le corps est toujours éveillé, l'estomac est toujours éveillé. Donc maintenant, on va commencer à manger. On va manger, l'estomac, selon l'horloge, devrait être en train de se reposer. Maintenant, on a commencé un autre processus digestif. Donc, maintenant, il faut que l'estomac travaille. Si l'estomac travaille, il faudra aussi que les intestins commencent à travailler. Donc, maintenant, c'est tout le système. Tout le corps. On réveille tout le corps. Et ça perturbe le métabolisme. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on commence à perturber le métabolisme aussitôt dans la vie, en tant que jeune, quand on continue à faire ça pour plusieurs années, des répercussions. Maintenant qu'on dérègle le métabolisme, alors l'horloge qui régule le métabolisme, maintenant, on aura aussi des répercussions dans les années ultérieures. Donc, à l'âge adulte, maintenant, on va commencer à avoir des signes au niveau du métabolisme qui viennent de ce qu'on a fait quand on avait 18 ans, 19 ans, même 20 ans. Et souvent, les jeunes qui ont ces perturbations en tant qu'étudiants, quand ils ont la cinquantaine ou la soixantaine, on va voir qu'ils ont des taux de risque élevés aux maladies métaboliques. D'accord. Genre diabète, plusieurs perturbations au niveau du métabolisme. OK. Donc, c'est important de faire attention à tout ça. Ah oui, très important. Donc, la solution, ce serait d'équilibrer, d'arrêter complètement. Comment on gère? D'arrêter complètement, quoi, de rester debout. Les écrans? Non, non, je ne dis pas d'arrêter les écrans. Ce que je recommande, c'est d'utiliser les écrans en fonction des fonctions du corps. Par exemple, je sais que le corps est fait d'une manière à partir de 10 heures du soir. Il rentre dans un système de relaxation, de recalibration, de réparation. Et c'est pour ça qu'à partir de 10 heures, on commence à avoir la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, pour pouvoir commencer à nous prédisposer au sommeil, pour s'endormir facilement. Donc, le corps entre dans une phase de repos et de restauration, de recalibration, de régénération. Donc,
On peut utiliser les tablettes, disons, avant 10 heures. OK. Donc, par exemple, si je sais que j'ai à peu près une heure où j'ai pas d'études ou alors d'activité, je me dis, bon, ben, ça, c'est mon temps de relaxation. Donc, je peux soit partir marcher dehors ou alors je peux regarder une série. Et puis, bon, voilà. Donc, je planifie l'heure où je vais regarder mes tablettes ou mon téléphone portable en dehors. D'être régulier. Voilà. En dehors des heures où mon corps devrait se reposer. OK. D'accord. J'ai une autre question assez intéressante Oui. qu'on a reçue. Dans notre corps, qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la douleur? Ah, OK. Alors, au niveau de la douleur, alors là, on parle du système périphérique, oui? Oui. Parce que, bon, la douleur, on a des récepteurs sensoriels. Donc, au niveau de la douleur, si par exemple je mets ma main, qu'il y a quelque chose qui est pointu, je me pique, Oui. je sens la douleur, mais même avant, alors là, on aura un réflexe. Donc, le récepteur sensoriel, parce que, bon, sous la peau, on a des récepteurs sensoriels. Oui, c'est très sensible. Voilà. Donc, on va ressentir la pression ou la pression de l'objet qui va causer un sentiment de douleur. Et, mais ça, enfin, tout ça, bon, premièrement, c'est la pression. La pression, alors une fois que la pression est exercée, ça va créer un influx au niveau des nerfs qui va traverser, qui va monter par la voie afférente. Mais alors, quand on parle de réflexe, ça va directement dans la moelle épinière. OK. Et là, on a ce qu'on appelle des interneurones. Et ça va créer une réponse rapide pour dire qu'il faut retirer la main ou alors le doigt tout de suite pour arrêter, comment dire, la pression. Voilà ce qui se passe. Donc, on va automatiquement retirer la main. Pendant ce temps-là, il y aura aussi une intégration au niveau du cerveau avec une protéine, en fait, un neurotransmetteur qui est fait spécialement au niveau de la douleur, où le cerveau va percevoir, oh, OK, il y a quelque chose, il y a une douleur, il y a quelque chose, il y a un influx qui est venu, il y a la douleur qui a été ressentie. On va s'assurer que la main n'est plus exposée à la source de la douleur. Donc là, par exemple, disons que je me suis piquée et au moment où le neurotransmetteur il va agir, disons qu'à ce moment-là, mes yeux vont regarder ma main pour regarder ce qui s'est passé. Voilà. C'est à ce moment-là. Voilà. Okay. Mais en premier, il y a un système de réflexe. Puis après, il y a l'intégration qui va dire, ah oui, il y a eu un influx, la douleur. Maintenant, on va regarder, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Avec quoi je me suis fait mal? Voilà, je me suis fait mal. Est-ce que je saigne? En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon doigt? OK. Voilà. Et si, par exemple, je saigne, là, mon corps, il y aura la coagulation avec les plaquettes, on n'a pas eu du sang et tout ça. Donc, tout ça va entrer en jeu à ce moment-là. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent sur le système nerveux? Oui, alors le système nerveux, alors il faut faire très attention au niveau du système nerveux. Alors, le système nerveux, il y a aussi des maladies au niveau du système nerveux. Et les maladies n'arrivent pas toujours quand on est plus âgé. Il y a aussi des maladies du système nerveux qui peuvent commencer un petit peu plus tôt. Par exemple, il y a des maladies auto-immunes où il y a une dégradation de la myéline. Je n'ai pas parlé trop de la structure des neurones, mais les neurones, ce sont les cellules nerveuses qui reçoivent les influx, l'influx nerveux et qui le transmettent pour pouvoir passer soit à une autre cellule nerveuse, un autre neurone, ou alors à une glande effectrice, ou alors, par exemple, le muscle, quelque chose qui aura une réponse
comme on dit, relatives à l'influx nerveux. Donc, les neurones, on a deux types d'extensions cytoplasmiques, des courtes qui s'appellent les dendrites, et c'est là où on reçoit l'influx nerveux d'une autre cellule, enfin, de notre neurone. Et puis, après ça, on a la partie où il y a le noyau. Oui. Voilà. Puis après, on a les plus longues extensions cytoplasmiques qui s'appellent les axons. OK, les axones, oui. Les axones, pardon. Et sur les axones, on a des cellules, des cellules de Schwann qui, comme on dit, qui sont autour, et ça forme comment on dit, la couche de myéline. OK. Et la myéline, elle est à quoi elle sert? Hein? À quoi elle sert? Alors, la couche de myéline, elle a une fonction protectrice, mais aussi pour aussi accélérer la transmission de l'influx nerveux. OK. Alors là, on va parler de la conduction saltatoire. Donc, c'est... Alors, l'influx nerveux, alors imagine que tu as, par exemple, un long fil. Un long câble. Voilà, ou alors un long câble. Alors, si tu dois marcher le long du câble, en fait, tu as deux scénarios. Tu peux marcher pas à pas le long du câble. OK. Ou alors, tu peux faire des sauts. À chaque nœud, disons? Tu peux faire... Alors, tu prends ton élan et puis tu fais tes plus grands sauts. D'accord. Alors, tu penses que tu pourras arriver à la fin du câble en sautant ou alors en faisant des pas à pas jusqu'à la fin du câble? Je peux arriver aux deux, mais disons que si je veux aller rapidement, peut-être que j'ai préféré faire des sauts. Voilà. Pour que l'information puisse arriver plus vite. Voilà, et bien c'est pareil pour la transmission, alors la conduction saltatoire. Alors ce qui se passe, c'est que l'influx, au lieu d'être transmis tout le long ce serait quand même compliqué. Ça serait compliqué. Alors la myéline, la couche de myéline, l'influx va sauter au-dessus de la couche de myéline. Alors il y aura un espace entre chaque couche de myéline, ça s'appelle le node de Ranvier. Et l'influx va sauter d'un node de Ranvier à l'autre. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Donc, c'est un petit peu de saut, hop là, hop là, hop là. Donc, on arrive plus vite à la fin de l'axone. Donc, la transmission de l'influx nerveux est beaucoup plus rapide que si on n'a pas la couche de myéline. Oui. Donc, quand je parlais de maladies auto-immunes, par exemple, je sais qu'il y a une maladie auto-immune et le système immunitaire, il va attaquer la couche de myéline et ça va réduire la transmission. D'accord. Donc, je te remercie pour toutes ces informations et on se dit à bientôt pour une prochaine émission santé avec Dr Boutrin et moi-même. À bientôt, que Dieu vous bénisse.